Pourquoi il vient? Comment ça se fait qu'il vient? Comment? Lui, c'est à partir du moment où j'ai mis le câble blanc. Ah, donc il se Il connecte. dit je veux me synchroniser. Voilà les amis. Donc on va aujourd'hui finir le Daf Chaf Aleph et Bezrat Hashem commencer le Daf Chaf Bet 21 et commencer le Daf 22. Donc aujourd'hui c'est un jour très célèbre puisqu'on est le 15 du mois de Cheshvan et le 15 du mois de Cheshvan c'était la Iloula du Chazon Ish, un des grands maîtres qui est décédé en 1956 et qui faisait partie aujourd'hui des grands maîtres d'Israël. Donc voilà, un peu d'histoire juive et après on fait un peu la Gemara. Allez, Amar, alors on a vu, on va rappeler ensemble la Mishnah. Rappelez-vous, je vous rappelle rapidement de quoi il s'agit. Il s'agit d'une personne qui a décidé de dormir sous le lit, pas sur un lit, mais sous un lit. Bon, sûrement il n'y avait pas tellement de place, il ne savait pas quoi faire, donc il a décidé, la seule chose que j'ai à faire, c'est de nous trouver une petite place, comme ça, parce qu'il y avait le papa, il y avait le tonton, il y avait le beau-père, tout le monde était là, il y avait moi dans cette affaire où je vais dormir là. Bon, c'est pas grave, je rentre sous le lit. Il y a quelqu'un sur le lit? Peu importe. Ça change rien. Ça change rien. Parce que c'est pas un Oel Keva, on a vu. C'est seulement quelque chose de fixe, qui ne bouge pas. Mais quelqu'un qui dort, après il se lève, il redort, ça compte pas. L'essentiel, c'est, on a dit, l'essentiel, c'est quoi? C'est de calculer combien y a-t-il de hauteur depuis le sol jusqu'au matelas, jusqu'au... Ouais, jusqu'au lit. Alors, s'il y a 1 mètre de haut, ça marche pas. Parce que c'est comme une petite maisonnette. Vous avez construit une petite maisonnette dans la souka. Donc, en réalité, quand vous rentrez sous le lit, vous n'êtes pas sous la souka, vous êtes dans une maison d'une souka. C'est comme si, comme vous allez faire, imaginez-vous un instant, vous prenez une niche. Vous mettez votre chien dans la maison. Où c'est qu'il est? Il n'est pas dans la maison, il est dans la niche. Mais la niche est dans la maison. Donc, en réalité, qui c'est le protège? C'est vrai que c'est aussi protégé par la maison, mais c'est aussi protégé par la niche. Alors, un peu la même idée. Celui qui va dormir sous un lit, c'est vrai, il est vrai qu'il est aussi protégé par la souka, mais on peut pas imaginer qu'il n'est pas protégé aussi par le lit. Donc d'après la halakha, c'est pas sûr. Ce monsieur-là, le pauvre, il a dormi tous les 7 jours, les 8 jours dans la souka, il a fait combien de mitzvot? 0 mitzvot TTC. Même pas un chouïa, rien. Tu aurais pu dormir chez toi à la maison, dans ton lit, tu aurais au moins mal au dos que tu as dormi par terre. Et sur ce, la Gemara nous ramène une anecdote. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, on a vu ça déjà, mais on va rapporter la Mishnah et l'interpréter. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, qui était Rabbi Shimon? Rabbi Shimon Yochai. Il nous dit, Maaseh, moi je peux vous ramener une anecdote qui confirme cette règle, à savoir qu'il est impossible de dormir sous un lit si le lit il a une hauteur de 1 mètre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une anecdote. Betavi Avdo shel Rabban Gamliel. Rappelez-vous qui était Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, c'était le prince d'Israël. Parce que rappelez-vous comment ça fonctionnait à l'époque. Il y avait le Dayan, le Avbedin, et il y avait parallèlement le Nassi. Donc c'est-à-dire qu'il y avait 2 branches. Il y avait comme la royauté et le Sanhedrin. C'est vrai qu'il n'y avait plus malheureusement de roi, mais on a choisi les enfants, les petits-enfants du roi David. On s'appelle les princes. Et qui était le prince? Hillel Hazaken, Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabban Gamliel, etc. Jusqu'à Rabbi Yehuda Nassi, celui qui a écrit la Mishnah. Lui, c'était un fils, c'est-à-dire celui qui sait, celui qui peut dire moi, je suis le petit-fils de Rabbi, c'est sûr qu'il descend de David Améler. David Améler, c'était fils de fils de fils, de fils de fils de fils de fils, et je ne sais pas combien de générations, de David Améler. Donc, le premier des Nassi, c'était un prince d'Israël, c'était Rabban Gamliel. Donc, c'était la sommité incontournable et incontestable.
Nous, il dit, moi, Rabbi Shimon Bar Yochai, je peux vous raconter une histoire sur le prince. Et si le prince, il fait ça, c'est sûr que c'est nickel, n'est-ce pas? Et le prince d'Israël, il s'appelait Rabban Gamiel. Il avait un serviteur. De quel serviteur on parle? Pas un serviteur juif, un serviteur non juif. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ce serviteur non juif, il dormait tachat amita. Shaya yashen tachat amita. Le non juif, il dormait sous le lit. Attends, c'est quoi la suite? Et donc c'est l'histoire. Donc le tavi là, le serviteur, il dormait sous le lit. D'amar lahem Rabban Gamiel azekenim. Et Rabban Gamiel a dit à tous ses élèves, les anciens, les zkenim, les chachamim, zaken, c'est pas des vieux, c'est pas des vieillards, c'est des zkenim, zekana chokma. Il leur a dit comme ça. Il s'est exprimé pour montrer on va dire, combien son serviteur, il était premièrement, c'était un serviteur qui était loyal, mais plus que la loyauté, c'était un serviteur qui était intelligent, connaisseur, fin connaisseur. Qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, Reitem Tavi Avdi, avez-vous observé le comportement de Tavi, mon esclave? Pourquoi? Mitracham. Le serviteur, c'est un Talmid Racham, c'est un sage, il est érudit en Torah. Qu'est-ce qu'il fait? Shaya Yodea, parce que lui, il est intelligent. Il dit comme ça, attendez, moi, en tant que serviteur, je sais, premier axiome, Abadim Torim Nasuka, qu'un serviteur est exempt de l'obligation, dispensé de l'obligation de résider dans une souka. Et deuxième chose, les fichar yashen utaratamita. Deuxième chose, il dit, donc comment je suis exempt de dormir dans la souka? Donc je peux me permettre de dormir sous la souka, sous le lit dans la souka. Donc il était méga intelligent. Premièrement, il savait que les serviteurs n'ont pas l'obligation de dormir dans la souka. Nous avons dit, mais si déjà je veux y aller, je ne vais pas prendre la place pour les autres, où je vais aller? Je me mets sous le lit. Donc, dit Rabbi Shimon, voici les paroles de Rabban Gamiel, et on peut en déduire, les filles d'Arkenou, Rabbi Shimon conclut et dit, donc la remarque, cette petite remarque, anodine, il a parlé comme ça, il dit, il donnait des shvachim, sur son serviteur, il dit, quel serviteur que j'ai, un super serviteur, loyal, tamid chacham. Regardez comment il fait. Il sait que un serviteur, il n'a pas besoin de dormir dans la souka. Et où c'est qu'il dort? Sous le lit. Comme ça, il a dit. De ce dialogue-là, de ce monologue presque, qu'il a rapporté, voilà, on peut déduire, on peut apprendre que celui qui dort sous le lit dans une souka, il n'est pas acquitté de son obligation. Pourquoi? Parce que le serviteur, que lui, il n'a pas la mitzvah, il a dormi sur la souka. Et en plus, il nous dit, regardez comment il est génial, mon serviteur. Il connaît tout. Il sait qu'il n'est pas tour, et c'est pour ça qu'il dort là-bas. Mashma, que si t'es chayav, tu n'aurais pas pu dormir. Voilà la citation de la Mishnah. Est-ce que c'est clair? D'accord? Vas-y, tu peux me répéter ce qu'il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai? Vas-y, Bechavod. Tu veux? Ouais. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit qu'il a ramené l'enseignement qu'il avait dit à Rabban Gamiel. C'est même pas un enseignement, c'est une discussion. Sur la discussion sur l'esclave, Tavi, comme quoi il dormait sous la souka. C'était un érudit, puisque justement il avait compris que s'il dormait sous la souka, c'est qu'il n'était pas tour de la mitzvah et que pourquoi prendre la place à quelqu'un d'autre, qu'il allait dormir pas sous la souka. Bravo. Donc on peut en déduire que quelqu'un qui est un juif, il ne peut pas dormir. Voilà, bravo. D'accord, ça c'était clair, net, c'est facile. Maintenant la Gemara, elle dit, on passe à la Gemara. Vous avez les 2 points. Tu nous montres, tu l'as? Jean-Paul, tu l'as? Quoi? Tania. Pas le Tania, pas le Tania. C'est pas autre chose, c'est le Tania. Mais c'est à côté, ça. C'est la concurrence. C'est un collègue. Un collègue, bravo. Ça c'est bien dit. Bravo. Tania, tu l'as? Tu l'as ici? Vous le voyez là? On est où? On est Kaf, Aleph, Amoudbet. Voilà, Kaf Aleph Amoudbet. Il y a les 2 points en bas.
la fin de la page. Tu vas voir? Voilà, c'est ça, voilà, c'est pas tu l'as ici, le Tania. Bravo. C'est ça. Vous l'avez là? Allez. Alors, Tania, il a été enseigné dans une braïta. Comment on peut savoir si c'est une braïta ou une Mishnah? Daniel, comment on peut savoir si c'est une braïta ou une Mishnah? En fonction du nombre de noms. Alors, dis-moi. Alors, Tania, Bravo, c'est Tania, c'est un nom, c'est braïta. Tnan, Tnan, c'est Mishnah. bravo. C'est ça. C'est pas vraiment le nombre de noun, mais en tout cas, oui, tu as raison. S'il y a un noun final et un noun, c'est vrai, c'est en fonction de noun, mais est-ce qu'il y a un noun final et un noun sophie, ou bien il n'y a rien qu'un noun, un noun normal et un noun final, ou pas? D'accord, Tania, on nous a enseigné dans une braïta, parce que c'est Tania, c'est pas Tnan. Si c'était Tnan, c'est une Mishnah. Tania, c'est une braïta. Et Tnan, il y a deux noms. Deux noun, un pachout et un kafouf et un. Il y a qu'un seul nom. D'accord. Amar Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon, misichato, de cette conversation informelle. C'est une petite parole qu'il a lancée comme ça, Rabbi Shimon, Rabban Gamliel. La manouche devarim. Nous avons appris deux choses. Premièrement et deuxièmement. Premièrement, la madnou, nous avons appris Shavadim, Turim Nasuka, que les esclaves sont dispensés de l'obligation de résider dans une souka. Il a dit, deuxièmement, Vela madnou. Et on peut aussi apprendre que celui qui dort sous le lit d'une souka n'est pas acquitté de son obligation. D'accord? Maintenant, je vous pose une question. C'est quoi ces deux choses? On nous a dit, premièrement, que les avadim ne sont pas tôt. Deuxièmement, dans la souka, ça vaut rien. Mais pourquoi donc on aurait imaginé que des serviteurs devraient dormir dans une souka? Mais pourquoi on peut imaginer ça? Mais pourquoi donc? Non, parce qu'en fait, tout esclave est pas shoot et en fait est pas tour de mitzvah. Donc c'est pas shoot que. Pas shoot. C'est évident. C'est évident. Voilà. Mais alors, quelle était la bamina de penser un instant que j'aurais quand même dit, monsieur le serviteur, allez manger la souka, allez dormir dans la souka. Pourquoi je leur dis ça? T'es un serviteur. T'es un serviteur, t'es pas tour comme tous les mitzvot. S'ils veulent pas, ils se pensaient, mais s'ils veulent pas, ils sont. Alors, la réponse est, écoutez bien, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on ne parle pas d'un serviteur juif. Ça, c'est sûr qu'il est obligé d'aller dans un souka, c'est obligé, c'est un juif. On parle d'un serviteur non juif. Mais le fait qu'il habite, qu'il devient le serviteur d'un juif, on va lui faire la brit mila. Ah oui. On va faire la dvila. Et oui. Comme quand la Torah dit, l'ota c'est kol melacha, tu feras pas le Shabbat, tout travail, ata, toi, mincha, ton fils, bitecha, et quand on dit avdecha, c'est quoi l'esclave? Mais vous avez un esclave goy, il peut faire ce qu'il veut, c'est son problème. Non, la Torah dit qu'un serviteur qui est acquis à tout jamais à un juif, il devient, on lui fait la brit mila, et on lui fait la dvila comme un guerre, et il devient juif. Mais, il devient juif, mais il ne met pas les tefilines, il ne va pas faire les choses comme nous. Il va être, si on veut, on va lui donner les mitzvot qui sont que les mitzvot assez chez lo Azman Grama. Mais les mitzvot assez chez Azman Grama, ils sont pas tours. Comme les femmes. On va lui dire, écoute, c'est pas rien à voir avec une femme, mais je dis, il aura le même statut. Donc, j'aurais pu dire, attends, ce serviteur-là, ta vie, monsieur, tu es juif ou goy? Je dis, non, moi je suis juif, mais partiellement. Donc, vas-y, va dans la souka. Il dit, non, parce que la souka, c'est une misvat assez chez Azman Grama. Combien de jours on dort dans la souka? 8 jours, 7 jours max. On ne peut pas dormir 9 jours. Celui qui dort 9 jours dans une souka, il est ouvert sur Baltosif. Donc c'est Azman Grama. Et en plus c'est que 8 jours. Et à partir du Tetvav, Tishri, etc. Donc c'est Azman Grama. Donc le serviteur, vous comprenez ce que je dis ou pas? Le serviteur, lui, il est exempt.
Bien qu'on aurait pu dire, non, une femme, c'est une femme. Mais moi, je ne suis pas une femme, je suis un homme. Je suis un homme, je ne suis pas une femme. Je suis un homme, moi. Ben, moi, je suis dans le souka. On dit, oui, tu es un homme juif. Mais tu n'as pas l'obligation de faire les misvot assez chez Azman Grama. De la même manière que tu ne mets pas les tefilines, de la même manière que tu ne fais pas toutes les misvot assez chez Azman Grama, eh ben, tu n'iras pas non plus. Est-ce qu'un serviteur doit prendre le loulav? Non. Prends pas le loulav. Pourquoi? Parce que le loulav, on l'utilise qu'une fois par an, pendant une semaine. D'accord? La souka, non plus. Parce que la souka, c'est quelque chose qui est proscrit dans le temps, qui est fixé dans un temps bien spécial dans l'année. On ne peut pas faire soukot ni à Pessah, ni à Hanouka, ni à Purim. Donc soukot, c'est à soukot. Donc c'est pour ça, il dit, on aurait pu croire que du fait qu'il est masculin et pas féminin, c'est pas une femme, c'est un homme. Il dit, attendez, moi je suis un homme, je vais aller à souka. Les femmes, ok, ils y vont pas, mais moi je suis pas une femme, je suis un homme. Tu vois, tu es un homme, mais tu n'es pas plus, on ne te donne pas l'obligation de faire plus qu'une femme. À savoir, tu n'es pas tour. Donc on a appris cette chose-là. Et deuxième chose qu'on a appris, c'est dormir sous un lit, c'est niette. Ça vaut rien du tout. Donc lui, écoutez-moi, parce que c'est le serviteur lui-même qui a fait le calcul. Il dit, donc puisque je suis comme une femme, je ne suis pas tour de faire la souka, et je sais que je n'ai pas le droit qu'un juif qui dort sous un lit, ça ne marche pas. Donc moi, je peux dormir sous un lit. Donc il a dit, tu as vu comment il est intelligent mon serviteur? Voilà. Non, je vous en prie, pas de question. Je vous en prie. Israël, je dis pas de question. S'il ne veut pas se convertir, on lui fait quand même la brite et le mikvé. Mais c'est pour tout le monde aussi. Velima, la Gemara a dit, Velima, midvarav shel Rabban Gamliel. Parce qu'on ne comprend pas. Pourquoi la Gemara, elle dit, regardez, je l'ai mis en vert, conversation informelle. Une parole, on va dire, futile, une parole légère. C'est pas léger tout ça, attendez, vous savez combien de choses on a appris? Rappelez-vous que Rabbi Yehuda, le collègue de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est collègue là-dessus. Donc c'est pas quelque chose de comme ça, c'est un enseignement, c'est pas quelque chose, une petite parole, une conversation, c'est vraiment un enseignement. La Gemara a dit, Velima midvarav shel Rabbi Shimon vers Rabban Gamliel. Il fallait dire des paroles de Rabban Gamliel, pas des sicha. Il y a une différence entre la sicha ça veut dire parler, et dvarav, c'est des choses, des enseignements. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. D'accord? Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Vaïdaber, c'est toujours, Hashem, il nous demande de faire quelque chose. Alors, sicha, c'est je parle. L'Agma répond, Milta agav oche kamashmalan. Rabbi Shimon, écoutez bien, il a voulu, même dans sa parole, comment il a prononcé cette discussion-là, il a voulu nous enseigner en passant quelque chose d'autre. Milta, une chose, agav oche, en passant, kamashmalan, il nous a enseigné. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Il a voulu nous enseigner un enseignement extraordinaire. Je pense que si vous êtes venus ce soir, c'est pas pour rien, parce que vous allez apprendre quelque chose d'extraordinaire, ce que Rabban Gamliel, il a voulu nous apprendre. Écoutez bien ce qu'il a voulu apprendre. Qui a de'amar Rav Acha bar Ada. Il nous a voulu nous apprendre la leçon suivante. Ce qu'avait déjà dit Rav Acha, le fils de Rav Ada, bar Ada. Ve'amrele, dans d'autres versions qui disaient de qui il s'agissait, de Ravacha Barada, Amarav, Amuna, Amarav. Il y en a qui disaient que c'est Ravacha Barada, tout simplement qu'il a dit de son propre chef. La deuxième version qui dit non, c'est pas lui-même qui a dit. Ravacha Barada, il a amené au nom de Rav Amuna, qui a amené au nom de Rav. Donc bon, mais ça revient en même. Pour nous, ça ne change pas de grande différence. Et qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien, voilà, c'est là la leçon. Quelle est la leçon? Amarav minayin shafilu sichat talmidei chachamim sichat talmud sichat limud. Voilà ce qu'il va nous apprendre. Sachez que lorsque vous côtoyez une personne qui relève du Talmid Chacham, un érudit en Torah, un homme de Torah,
un homme qui représente la Torah, en tout cas qui doit représenter la Torah, sachez que chaque parole, même les paroles les plus futiles, qu'il va vous lui parler voilà, de la pluie, du beau temps, vous lui parler de ce qui se passe en Israël, vous lui parlez des actions en banque, voilà, avec le 440, vous lui parlez le shekel par rapport à l'euro, parlez de n'importe quel sujet, ce qu'il va vous dire, il faut étudier ce qu'il vous dit. C'est comme une Mishnah. C'est une Mishnah. Il vous dit n'importe quoi, vous parlez de n'importe quel sujet, il vous dit une réaction, ou bien une pensée à lui, ou bien sachez, prenez ces paroles-là et faites-en comme une Mishnah. Pourquoi il a dit ça? Il va dire autrement. S'il a dit comme ça, Elim Thomas, Veshlomar, et le Rashi, et le Tosfot, etc., etc., etc. Chaque mot, c'est ça qu'il a dit. Rabban Gamliel, il a voulu nous apprendre que chaque mot qu'il disait, en réalité, tac, 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 il bombardait d'enseignements. Il n'y a pas des mots futiles, il n'y a pas des mots en l'air. Si un Talmid Chacham, il ouvre la bouche, sachez que chaque fois, c'est des perles. Et s'il a dit quelque chose, prenez cette perle-là et gardez-les bien dans un écrin. Ne les perdez pas, parce que les mots des Talmidei Chachamim, ils valent de l'or. Même si c'est des sujets, on va dire, du commun des mortels, des sujets, voilà, n'importe quoi, n'importe comment, malgré tout, sachez que c'est pas ça. Ça n'existe pas un Talmid Chacham qui parle en vain. S'il a parlé, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. C'est pour ça qu'on dit que le Talmid Chacham, en général, il se tait beaucoup, et quand il parle, il a quelque chose à apprendre. Mais c'est vrai qu'il y en a qui parlent beaucoup. Quand on parle beaucoup, c'est difficile d'apprendre tellement de choses de toutes les bêtises qu'on dit. En tout cas, et c'est ça qu'il a voulu dire, que même dans les... Alors, donc, justement, je vais vous rapporter ce qui a été dit ce soir en Israël. Justement, le Rav Gershon Endelstein, qui est le Rosh Yeshiva de Ponovitch, il a dit, vous savez, aujourd'hui en Israël, il y a encore un attentat, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a un attentat là, il y a quelques heures. Un attentat, le pauvre, et un soldat, toujours dans le même endroit, un soldat qui a été, eux ils disent, Patsua Benoni. Vous savez, eux ils partagent ça en 3 parties. Il y a Kal, Benoni et Caché. Alors Caché, ça veut dire qu'il est entre la vie et la mort. Benoni, ça veut dire qu'il va rester toute sa vie handicapé. Et Kal, ça veut dire qu'il doit passer 3 mois à l'hôpital. Donc voilà, quand on dit Benoni, c'est le pauvre. Donc voilà. Donc en tout cas, il a dit la chose suivante, ce grand Rav, le Rav Gershon Edelstein, il a presque 96 ans, 97 ans, ça fait 50 ans, 60 ans qu'il est Rosh Yeshiva à Ponovitch. C'est invraisemblable. Combien il est sur sa chaise depuis, imaginez-vous, 50 ans sur une chaise. Rester 1 heure sur une chaise, on ne peut plus. 2 heures, attends, je prends un café. 3 heures, tu commences à voir, attends, j'ai mal au dos, c'est pas partout. 50 ans sur une chaise, sans bouger. Essayez un coup. En tout cas, ce Rav-là, il a dit la chose suivante. Il a dit, comment on peut faire, nous, on n'est pas des soldats, on n'est pas dans la politique, on ne sait pas gérer les trucs de Netanyahou et compagnie, on ne s'occupe pas. Mais nous, qu'est-ce que nous, on va faire, nous, Amcha Bet Israël, le Ham, le peuple. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, Rav Steinman, il avait dit la semaine dernière, tout simplement, il faut consacrer 5 minutes de limoud supplémentaire dans la journée par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Si on a l'habitude d'étudier 5 minutes, on étudie 10 minutes. Si on a l'habitude d'étudier 10 minutes, on étudie un quart d'heure. Si on étudie un quart d'heure, 20 minutes, on ajoute 5 minutes. Mais lui, il a dit autre chose, Rav Gershon Edelstein. Il a dit une chose extraordinaire. Il a dit, vous savez quoi? On va faire ce qu'il y a écrit dans la Gemara ici. On va cesser de consulter et de lire des journaux, des médias, toutes sortes d'informations qui sont sans fin. Parce que si on calcule combien de temps on perd à lire et les infos, on peut venir le chasse. Non mais c'est vrai, combien de temps vous restez à regarder les infos? Chaque seconde, attends, c'est vrai ou pas? Combien? 20 minutes, une demi-heure, 1 heure? 2 heures. Hein? 2 heures. Hein? C'est vrai. Voilà, bravo. Moi, je suis d'accord. Daniel, bravo. Le Hémet, c'est le Hémet. Au moins 2 heures, on perd. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il a dit? On discute, ça. Il dit, mais ces 2 heures-là, c'est dommage, parce que
Bon, on veut être, c'est sûr qu'il faut être informé, mais est-ce qu'on a besoin de 2 heures? Ça répète. France Info, c'est pas possible. Si on faisait France Info dans la Gemara, on serait devenu des génies. Imaginez, France Info, tous les 5 minutes, il répète. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit ça, Rabban Gamliel, il a dit ça, on serait devenu des génies. Ça n'arrête pas de... Il rabâche, ça se finit pas. Chazara. Alors il a dit, voilà, ce qu'il a fait, Rav Steinman, il a dit, écoutez bien, Rav Steinman, il a dit, il faut étudier 5 minutes de plus. Il a dit, vous savez quoi, il faut consulter les médias 5 minutes de moins. C'est beau, hein? C'est plus dur encore. Hein? Parce qu'on est tellement bombardé avec les il faut bien lire les médias pour voter. Alors, chez Neymar, comme c'est écrit, écoutez bien, regardez là, en vert. Chez Neymar, comme il est dit, Ve'aleu lo yivol. On parle, rappelez-vous, on parle de quoi? Le Sefer Tehillim, il nous dit qu'on parle le tzaddik, le Rav, le Talmid Chacham, à ce fameux arbre qui pousse à même la rivière. Et on nous dit, voilà, l'arbre, il donne des fruits succulents, il donne, voilà, il protège, donc il est bon d'être sous son arbre. Et en plus de ça, on dit que ses feuilles ne flétrissent pas. Mais pourquoi on parle des feuilles? On met à quoi ils servent les feuilles? Ça ne sert à rien en réalité, les feuilles. À quoi ils servent les feuilles? Les fruits, on les mange, mais les feuilles, en automne, ils tombent et après ça repousse. Il dit non, c'est ça. Le Talmid Chacham, il a plusieurs fonctions. Il a la fonction de donner des fruits. Il enseigne, il dispense sa sagesse, il forme des cadres, il éduque, etc. Ça, c'est le fruit. Mais à part le fruit, il a aussi des petites feuilles. Mais une feuille de plus, une feuille de moins. Vous avez un platane, vous avez une feuille de moins, une feuille de plus. C'est pas grave. Si vous perdez une pomme, c'est dommage. La pomme, j'aurais pu la manger. Mais une feuille, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde de perdre une feuille. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Une feuille de plus, une feuille de moins. Mais non, mais le Talmid Chacham, les feuilles ne flétrissent jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les feuilles d'un Talmid Chacham, il faut les garder. Parce que aujourd'hui, je marche dans la rue, je vois toujours des gens, ils ramassent les feuilles. Parce que c'est joli aujourd'hui, parce que les feuilles sont marron, rouge, vert, de plusieurs petits couleurs. Voilà. Chez le Talmid Chacham, eux, ils ne flétrissent jamais. Et c'est ça qu'on doit apprendre. Bravo, on a fini donc cette Mishnah. C'est pas ce qu'il s'est dit, Tavi? Comment Tavi, il s'est pas dit ça. C'est Tavi, non, c'est pas Tavi qui a dit ça. Tavi, il s'est pas dit ça du coup. Tavi s'est dit, il connaissait ça et il a dit donc c'est. Bravo, non, c'est possible, Razak. J'avais fait là deux questions. D'abord, l'éveil de Goy qui veut se convertir au judaïsme de lui-même, parce qu'on lui fait la Mila et le Mikvé, je crois, même s'il ne veut pas. S'il veut maintenant devenir juif par entière, est-ce qu'il peut, qu'est-ce qu'il est dans le statut? Alors, il se convertit, qu'est-ce qui se passe? On va demander à Rav Gay. On continue la Mishnah. On fait la deuxième Mishnah. Alors, on a fini la première Mishnah, on commence une deuxième Mishnah. À Somer Soukato. Alors, là, ça va être très intéressant, parce que là, je ne sais pas si vous connaissez déjà ça. Vous savez, aujourd'hui, voilà, la mode, même dans les soukot, il y a des modes. Il y a ce qu'on appelle la souka chazonish. Vous avez entendu parler de ça? En Israël, partout. Quand vous allez acheter une souka, qu'est-ce que vous voulez? Une souka comme ça, une souka comme ça. Souka chazonish. Alors, c'est quoi la souka chazonish? Vous ne la connaissez pas, celle-là? Alors, la souka chazonish, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Lui, il a fait un système, on va étudier cette Mishnah, il a mis en place un système génial. C'est breveté, vous ne pouvez pas lui voler son brevet. Donc, un système génial, qui consiste à quoi? À ce que la souka, plutôt le skar, il est soutenu par du bois, par n'importe quoi, qui n'est pas même Keltouma. Ça veut dire quoi? Il faut que le skar est supporté par du bois et pas par un clou. Il ne faut pas qu'il y ait un clou, quelque chose qui est tamé, qui va faire en sorte que la souka, donc elle va tenir, et grâce à ça, je mets le skar dessus. Il faut que la souka elle tienne sans clou, sans fer, sans rien. Comment on fait? Non, mais il traverse en bois, mais plus du Bravo! C'est tout.
C'est très simple, c'est ça c'est ça le truc du Khazon-Ish. On remplace les clous par des traverses de bois. Et quoi, c'est un hidour par rapport à... Ah, c'est un super rideau. D'ailleurs, ça coûte 2 fois le prix, mais c'est un deuxième problème. D'accord? Alors, dit la Mishnah, et donc on va apprendre, vous allez voir dans quelques minutes que c'est pas inventé, ça va être cette Mishnah qui va nous le traiter. Donc, on va voir la Souka Stam et la Souka Khazon-Ish. La Souka qui tient sans d'avar à Mekabel Touma, et la Souka qu'on a besoin de mettre des clous pour soutenir, parce que si tu enlèves les clous, la Souka elle s'effondre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des bois et ce on appelle des clous de bois. On fait la même chose, on fait un truc et on met des clous de bois, ça, au contraire, ça tient encore mieux que les clous. D'accord? Alors regardons la Mishnah et on va apprendre, on va essayer. Je vous ai donné déjà la fin avant le début. Comme ça, vous allez essayer de retrouver dans la Mishnah les paroles du Khazon-Ish. Parce que le Khazon-Ish, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié cette Mishnah, il a dit, de cette Mishnah, on peut en déduire que la souka, le prototype de la souka clean super luxe, c'est la souka sans clous. C'est vrai que la souka avec clous, c'est aussi cachère, mais on essaiera tous de faire une souka sans clous. Comment on va faire? Vous allez voir. Donc, moi, je vous ai déjà donné la réponse, mais en vérité, normalement, ça se dit à la fin. Je vous donne déjà à la fin, le dessert. Comme ça, au moins, ça vous allez avoir, vous allez saliver un petit peu. Allez, Mishnah Asomer Sukato Bekare Amita. Regardez ce brave juif. Il a trouvé aussi un truc génial. Il a dit, attends, mais je suis fou, moi. Qu'est-ce que j'ai besoin de me construire une souka et après de faire un déménagement pour emmener mon lit? J'amène mon lit et du lit lui-même, c'est sur la souka. C'est pas une bonne idée, ça? C'est les juifs, ça, non? Le génie juif. Il a dit, je vais aller construire une souka, c'est impossible, ça coûte trop cher, les bois, etc. Après, je dois aller amener mon lit. C'est quoi? Tranquille. Je prends mon lit, je surélève les deux, le pied, la tête de lit et le pied de lit, je les surélève et j'ai fait ma souka. Et c'est terminé. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire plus que ça? Dit la Mishnah, eh ben c'est kasher. C'est kasher. Ce que tu fais comme ça, c'est kasher. Bravo. Écoutez bien la suite. Rabbi Yehuda Omer, im ena yechola la'amod bifnei atzma, une souka qui ne peut pas tenir seule, pasoul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que regardez bien ce qui se passe là. Dans cette photo-là. Vous voyez ce petit schéma-là? En vérité, qu'est-ce qu'on appelle le bois cachère et qu'est-ce qu'on appelle du bois pas cachère? Le bois en soi, il est cachère. C'est la nature. Mais si vous prenez du bois et vous le transformez, vous en faites une chaise, une table, un lit, etc., un pupitre, est-ce que le bois, il reste cachère ou il devient pas saoul? Il devient tamé. Parce que si quelqu'un est dans la forêt, il touche du bois par terre, une bûche, il touche un tronc d'arbre, il touche, quelqu'un de tamé, le tronc d'arbre il est tahor, il ne devient pas tamé. Tout ce qui est nature, ça ne vient pas. De la même manière que s'il touche une pierre, du sable, ça ne va pas tamé. Il touche un arbre, que ce soit un arbre qui est planté ou un arbre qui est par terre, ça ne va pas tamé. Mais si quelqu'un a pris ce bois-là, il a travaillé le bois, il lui a donné une forme, il lui a donné une fonction, il lui a donné une utilisation, automatiquement, ce bois, il devient pasoul, tamé. C'est tamé. Celui qui touche une table, tamé. Alors que si la table n'était pas finie, celui qui touche la table, il reste encore des bois comme ça, on les a pas encore assemblés. Celui qui touche du bois comme ça, c'est tahor. Mais si tu as rendu une table, donc ça devient un keli, ça devient un ustensile, ça devient un chimouche de benada, c'est tamé. Donc le lit lui-même, ça dépend. Avant d'avoir fixé le lit, il est tahor le lit. Mais si tu en fais un lit, ça devient tamé. Donc si ça devient tamé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui touche, ça devient tamé. Donc automatiquement, ta souka à toi, sur quoi elle repose?
sur des bois tahor ou des bois tamé? Regardez voir celui-là. C'est des bois tahor ou des bois tamé? Tamé, parce que c'est un lit. Je vous donne un exemple. Si par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez encore, ça va aller plus loin, là, j'avance encore un cran. Vous avez un lit. Ça c'est Rabbi Yehuda. Vous avez un lit. Et après, ce lit-là dit, bon, j'en ai marre, ce lit, il est cassé, tout ça. Vous allez le jeter à la poubelle. Vous jetez ce lit à la poubelle. Il y a quelqu'un qui vient et dit, écoute, je peux pas récupérer ton lit. Il dit, ouais, qu'est-ce que tu veux? Il est cassé, tu vas en faire quoi? Non, je vais prendre les morceaux de bois et je vais en faire une souka avec. Tamé. Parce que si ça provient de tamé, ça reste tamé. Quand est-ce que le bois il est tahor? C'est seulement quand il n'a jamais été tamé. Mais lorsqu'il était tamé, ce qu'on appelle shever keli. Un shever keli, c'est tamé comme le keli. Si, donc attention, moi j'ai déjà vu des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la souka, ils n'ont pas de bois, alors ils vont prendre une échelle, ils vont prendre des bois, je sais pas, des bâtons de lit, ou bien, vous savez, des sommiers comme ça. Ils mettent des sommiers dessus, des lattes. Tout ça, c'est tamé, tout ça. Parce que c'est déjà un lit. Si tu prends du bois, que tu achètes au roi Merlin des lattes, ça c'est cachère, parce que c'est rien, c'est du bois naturel, neutre. Le bois neutre, c'est cachère. Mais le bois travaillé qui a été monté comme un lit, tu peux plus rien faire, c'est tamé. C'est pas cachère. Si c'est tamé, automatiquement, tu ne peux rien en faire. D'accord? Donc voilà donc la marloquette qu'on a entre Tanakama et Rabbi Yehuda. On reprend la Mishnah. Asom et Asukato. Oui. On a dit que tout ce qui est nature ne prend pas en fait la touma. Mais un fruit prend la touma pourtant. Ah, bravo. Bravo. Un fruit prend la touma. Lorsque tu l'as mouillé, tu l'as rincé pour le manger. Mais un fruit qui est sur un arbre ou bien sous un arbre, et tu le nettoies pas, tu le laves pas, c'est pas tamé. Mais un tronc d'arbre mouillé, il reste toujours tahor. Oui. Parce qu'un tronc d'arbre mouillé, ça lui fait ni chaud ni froid. Tandis qu'un fruit, quand tu le mouilles, c'est pour le manger. Un fruit, on le nettoie. D'accord? On avait étudié ça dans Baba Metzia, non? Bravo, on avait étudié. Yutan, Dumya de Veiten. Ma Yiten, Midat, Afyutan, Midat. Oui, on avait appris ça. Bravo. Il faut, pour être Mekamet Touma, il faut avoir la kavana que tu veuilles que l'eau, on a dit plus que ça, on a dit que l'eau doit tomber sur le fruit, mais il faut que tu es intéressé que ton fruit soit rincé. Parce que par exemple, si voilà, il y a une pomme qui est tombée de tu as un pommier chez toi à la maison, il y a une pomme qui est tombée par terre, et puis il y a eu la pluie. Est-ce que cette pomme a dû entamer? Moi je veux pas qu'elle soit mouillée, moi je préfère que la pomme ne reste pas mouillée. Mais si tu dis, ah, c'est super, bah, au Hachem, j'ai même plus besoin de la nettoyer parce qu'elle est déjà propre. Ça, c'est tamé. Donc, ça veut dire que la pluie qui tombe, ça dépend de ta kavana. Si toi, tu es intéressé que la pluie nettoie ton fruit, alors ça devient tamé. Mais si au contraire, toi, tu n'es pas intéressé, ou bien même plus que ça, tu n'es pas intéressé, tu dis, oh là là, ça m'a tout sali là, avec de la pluie, avec de la boue, du sable, ça me dérange. Ça devient pas de ça reste à la mort. Donc, on reprend la Mishnah. Asomer sukato bekare amita, celui qui fait se tenir sa souka avec les montants d'un lit. C'est-à-dire vous voyez, le problème, regardez ce qu'il a fait. Si il avait pris ses planches, ils n'avaient pas collé au lit. Donc les planches sont cachères. Mais maintenant que tu les as pris ces planches-là, et tu en as fait comment tu appelles ça? Non, la tête du lit, tu en as fait une tête de lit ou bien un pied de lit. Eh ben, tu les as collés dessus, donc ça devient maintenant le lit. C'est le lit. Donc quand tu dis, voilà, j'ai un lit avec une tête de lit de 1 mètre, de 1 mètre 50. Donc tu l'as fixé, donc c'est quoi? C'est une planche ou c'est un lit? C'est un lit, donc c'est un lit, c'est tamé. Et Tanakama dit kasher. Rabbi Yehuda Omer, si la souka ne peut pas tenir que grâce au lit, pas soul. Donc qu'est-ce qu'il faut faire d'après Rabbi Yehuda? Il faut mettre 2 autres planches et mettre le scar sur les 2 autres planches. Mais le lit ne doit pas soutenir le scar.
Est-ce que vous avez compris ça ou pas? Donc maintenant, déjà, vous voyez déjà pour l'instant, est-ce que la souka Chazonish, elle ressemble à la souka de Rabbi Yehuda, ou bien ressemble à la souka de Tanakama? Non, le Chazonish. Chazonish dit qu'il ne faut pas de tamé, il ne faut pas de tamé. C'est comme Rabbi Yehuda. Il dit, je veux pas de tamé, je veux pas de lit, je veux pas de clou, je veux rien. Il faut que ce soit bio, nature. Aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, tout est bio. Chazonish était très bio. D'accord? Allez, ça c'est clair. Maintenant, la Gemara, elle va nous expliquer cette Mishnah. Gemara. Mai Tama de Rabbi Yehuda. Alors, nous, on a déjà avancé un cran. Donc, je vous ai dit la fin avant le début. Mais la Gemara, elle va nous expliquer deux tamim. Pour l'instant, je vous ai dit le tam de la fin. Entre-temps, on va mener un autre tam pour interpréter les paroles de Rabbi Yehuda. Mai Tama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Pourquoi Rabbi Yehuda, il invalide une souka si le scar, il repose sous un lit? Marpadra, le lit, voilà, l'essentiel, le scar, il est cachère. C'est bon, j'ai pas mis du plomb sur ma tête. J'ai mis du scar. Ah, c'est vrai que le scar, il est soutenu par du plomb, par quelque chose de tamé, par du fer, par du bois tamé. Ok, mais c'est pas grave. Moi, je suis protégé par le scar. Le scar, il est cachère. Le scar, évidemment, si quelqu'un il met du fer sur la souka, c'est sûr, elle n'est pas soule, c'est pas du scar. Mais là, on parle ce qui va soutenir le scar. C'est ça le plus qu'il y a ici dans cette Mishnah. On doit prendre des branches pour se protéger de ça, le scar. C'est des choses de naturel, ça on a compris. Mais là, on parle, est-ce que ce qui va soutenir le scar, il doit être aussi naturel que le scar? Vous voyez pourquoi? Pourquoi tu dis Rabbi Yehuda que les soutiens, ceux qui vont être reposer, soutenir le scar, aussi ils doivent avoir la même statut que le scar. Pourquoi tu dis ça? Il y a deux choses, il y a le scar et il y a les murs. Les murs, on peut les faire en béton, qu'est-ce que tu t'en fous? Quel est ton problème? Tu fais des murs en béton, l'essentiel que le scar. Pourquoi Rabbi Yehuda il dit non, moi je veux que même les murs ils ne soient pas tamés, ne soient pas d'avoir Mekabel Touma. Alors, première chose, sur ça on va ramener deux avis. Kligeba Rabbi Zera et Rabbi Abba Bar Mamad. Il y a une maroquette entre Rabbi Zera et Rabbi Abba Bar Mamad. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Alors, Chadamar, lundi, mi-pene, chez En la Keva. Tu sais pourquoi? Lundi, pourquoi c'est pas soul? Parce que cette souka, car elle n'a pas de fixité. Et lors de Chadamar, mi-pene, chez Ma'amida bedavar mekabel tuma. Le deuxième dit non, vous savez pourquoi ça marche pas? Parce qu'il est mekabel tuma. Ça veut dire quoi? Le premier dit, parce que, écoute bien, cette souka, elle a un problème. C'est que dès que tu bouges le lit, tu bouges toute la souka. Normalement, il y a la maison et tu as ameubler les meubles de la maison. Mais dans cette souka, il y a un problème. C'est que les meubles, c'est la maison. Il dit non, ça ne marche pas comme ça. La Torah, elle a dit, tu dois dormir dans la souka, tu dois manger dans la souka, tu dois mettre des meubles, tu dois vivre dans la souka. Mais qu'est-ce que ça fait toi? Tu as fait que ton armoire, ton lit, ta cuisine, c'est la souka. Non, ça marche pas, c'est pas une maison ça. Une maison, c'est quoi une souka? C'est quoi une maison? Tu dois habiter dans une cabane. C'est quoi une cabane? Tu as la cabane et tu rentres dans la cabane et tu as tes ustensiles, tout ce que tu as besoin pour utiliser. Et après, tu peux, pour sortir un ustensile, tu peux mettre un ustensile, tu peux mettre un lit, tu peux mettre une table, tu peux mettre une chaise, tu peux mettre un armoire. Mais là, dit Rabbi Yehuda, j'ai un problème. Parce que ici, j'ai pas de maison. J'ai un lit, mais j'ai pas une maison, j'ai pas un lit dans une maison. J'ai que un lit. La chose, ça veut dire, Amar Rabbi Mamad, chez En la Keva. Explique Rashi. J'explique, chez Mital Telet, elle est des Mita. Il dit, c'est pas une souka, parce que rappelez-vous, Rabbi Yehuda,
On avait vu ça déjà, première Mishnah. Lui, il dit que la souka dira keva baina. C'est pour ça qu'il disait que même une souka qui est malamisri mama, kasher. Pourquoi? Parce que moi, je veux quelque chose de fixe, quelque chose de solide. Je veux pas des trucs comme ça, rapides. C'est pas comme la restauration rapide. Non, moi, je veux une vraie souka, une vraie chose de solide. Donc, dire à Béoda, si tu me fais une souka, dès que tu bouges le lit, toute la souka, elle part. Le matin, hop, tu l'amènes à droite, à gauche. Mais il n'y a pas de souka ici. C'est pas une souka, ça. C'est de la rigolade. Deuxième raison, c'est comme le Khazon-Ish. Les gens, non, Rama, parce que sur quoi retient le scar? Le scar, il est maintenu par quelque chose qui est Mekabel Touma. Donc on a deux explications, d'accord? On va demander, Maï Benayou, quelle différence y a-t-il entre la première option et la deuxième option? En fin de compte, c'est pas soul. Que ce soit A ou B, c'est pas soul. On m'a dit, non, il y a quand même une différence. Kegon, chez Naas, Shpudim, Shel Barzel. Voilà la différence. Parce que pour l'instant, on a parlé d'un lit. D'accord? On dit, dès que tu bouges le lit, hop, toute la souka, elle bouge. Donc c'est presque comme un manège. Tu bouges le lit, c'est pas sûr. Mais maintenant, la différence qu'il y aurait entre le Rabbi Zera et Rabbi Ada Bar Mama, c'est comme ça. Ça bouge pas. Il a mis des pieux en fer. Donc ça bouge pas. Mais c'est soutenu par du fer. Vous voyez cette souka? Vous voyez cette souka là? C'est la souka qu'on achète. Quand vous achetez, c'est la souka qui est en fer. Hein? Les tubes, hein? C'est ça, c'est la souka, c'est là. Et il a été Sikar Gaber. Et donc on a la différence. Les Man de Hamar, d'après celui qui dit Shen la Keva, parce qu'elle est pas fixe, mais celle-là elle est super fixe, elle est trop fixe même. Donc Kabachomak elle est cachée d'après Buda. Les Man de Hamar, mais d'après celui qui dit Mipene Shema Amida Bedavar et Touma, mais celui qui dit ça, alors Kabachomak qui est Mekabel Touma, et c'est pas soul. D'accord? Donc celui, d'après le Man de Hamar, dans Mekabel Touma, c'est pas soul. Donc maintenant, voilà, on s'arrête là pour l'instant, juste après on finit encore quelques mots. On voit ici apparaître une nouvelle notion. La notion que ce n'est pas simplement le scar qui doit être cachère, on n'a pas le droit d'utiliser du fer, etc., toutes les choses qui sont Mekabel Touma, mais même les parois, même ce qui va supporter, ce qui va tenir, ce qui va faire en sorte que la souka, elle tient. Ça aussi, il faut que je sois cachère. D'accord? Pourquoi le lit il est susceptible de sur la Touma? Pourquoi le lit est susceptible de sur la Touma? Parce qu'un lit, il est susceptible parce que quand on dort dessus, on peut faire, ça Mekabel Touma. Ça veut dire l'utilisation de dormir, c'est considéré comme une utilisation qui rend les choses tamées. Allez, on termine avec ça. Maintenant qu'on a vu, vous avez vu qu'il y a deux sortes de souka. Il y a la souka Khazon-Ish, c'est-à-dire le souka qu'on veut non seulement que le scar il est caché, mais même les murs ils doivent être cachés. Et la souka, pas besoin de Khazon-Ish. La souka, normal. Amar Abaye, il vient Rabbi, il dit Loshano, tout ce qu'on vient de dire, et la Samar, dans tout le cas qui a été dit avec un lit, c'est seulement dans le cas où le scar il est soutenu par les montants du lit. Aval, siker, al-gabe amita, mais par contre, si on a placé le scar au-dessus du lit, vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait? Donc le lit, en vérité, on peut le sortir sans bouger le scar. D'accord? Il a d'autres supports à part le lit. Ça, c'est sûr que c'est caché. Hein? Oui, c'est des baguettes, c'est pas du fer. Bravo. Parce que c'est du fer, on retombe dans la première explication qui disait que le fer non plus. On parle des baguettes. Si tu peux sortir le lit sans bouger, tu peux sortir le lit sans bouger la structure de la souka, c'est cachère. Parce que tout le problème, encore une fois, c'est parce que dans ce cas-là, on a des baguettes de bois qui supportent le lit, qui supportent la souka,
et à l'intérieur, on a fixé à l'intérieur un lit. Mais celui-là, on peut le sortir sans bouger la souka, et on peut la rentrer. Donc, qu'est-ce qui est Mekabel Touma ici? C'est le lit. Qu'est-ce qui bouge? C'est le lit. Mais les baguettes autour, eux, ils sont fixés au sol, comme vous voyez, ils sont fixés au sol. Donc, on n'a rien que juxtaposé le lit, il n'y a même pas un espace. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais les parois, c'est le lit ou c'est pas le lit? Hein? Les parois de Non, les parois, c'est pas le lit. Ouais, c'est ça, mais c'est Non, les parois, tu parles des parois, c'est quoi? Non, attends, une seconde. Peut-être, non, mais Jean-Paul, tu as posé une très bonne question. Non, tu as posé une bonne question, c'est moi qui ai mal expliqué. Non, tu as posé une bonne question. Parce que moi, j'ai parlé toujours des parois, mais on ne parle pas des parois, on parle de ce qui va, on va appeler des piliers. Il y a un moudim qui tient le scar. En général, on fait des parois, et les parois supportent le scar. Mais en vérité, tu peux faire une autre manière. D'abord, tu mets des piliers, et après, tu remplis le vide. Tu mets des parois. C'est comme une roupa, quand tu fais une roupa. Voilà. Après, tu rentres dans Et après, voilà, tu fais une roupa. L'essentiel de cette mission, on s'en fout des parois. Les parois, tu peux le faire en béton armé, tu peux le faire en fer. C'est pas ça, les parois. Ce qui supporte le maintien, ce qui va maintenir, va supporter le scar. C'est-à-dire que si tu enlèves ça, tac, ça tombe le scar. Donc, tu peux mettre 4 piliers. Ces 4 piliers, c'est ça l'essentiel de la souka. Pas les parois. Les parois, c'est pas grave s'ils sont faites en fer. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas les parois, c'est le support du scar. Parce que le support du scar, il doit être cachère comme le scar. Ceux qui supportent la Torah, ils sont autant cachères que ceux qui étudient la Torah. Etzraïni, la machazikimba. Tu as tenu la Torah, et bien tu es la Torah toi aussi. C'est ça qu'il dit Rabbi Yehuda. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Yehuda, il faut faire les supports de la Torah, les supports de la souka comme la souka. Vous avez compris? Et donc, mais si maintenant il y a 4 piliers, c'est vrai, c'est vrai que les parois c'est le lit. C'est-à-dire, si on enlève le lit, il n'y a plus de parois. C'est pas soul, mais c'est pas grave ça. Qu'est-ce qui supporte le scar? Il est supporté par quoi? Vas-y, dis-moi. Non, mais c'était juste le concept que l'espace, pour que l'espace soit rempli par. Oui, on est obligé d'avoir un espace rempli par 7 farim, par 7 farim. On a besoin d'avoir des mechitzot. C'est une Torah, des mechitzot. Donc si je bouge le lit, je bouge les parois, même si j'ai mes piliers qui tiennent le scar, quelque part. Ça, c'est pas grave, parce que même ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que la souka ne bouge pas. La souka, c'est le scar. D'accord. Ouais, ça Même si tu as. Mais c'est pas grave. Nous, on veut que le scar, il n'est pas mobile. On veut pas que ça va une fois à droite, une fois à gauche. Non seulement on veut pas qu'il bouge, mais plus que cela, on veut pas non plus qu'il soit tamé. C'est-à-dire, on veut pas que les piliers, ils sont au support. C'est-à-dire que la souka, grâce à Kim, j'ai une souka à cause du fer. Je veux pas. Moi, je veux pas le fer. Le fer, c'est le symbole de la mort. La souka, c'est le symbole de la vie. On ne veut pas de fer. On a vu que sans les parois, la souka, elle est kshera. Ah oui, elle est pas kshera. Oui, elle est pas kshera. Mais on n'a pas le droit d'enlever les parois d'une souka. Ah, bravo. Très bonne question. On n'a pas le droit d'enlever les parois, parce que tu enlèves la paroi, donc la souka, elle n'est pas soule. Mais c'est pas grave. Quand tu l'as enlevé, la souka, elle n'est pas soule. Quand tu le remettras, la souka, elle est cachère. Et c'est pas grave. On ne dit pas ta'ase, vélo, mina asouy. Tu dois le faire et tu ne dois pas utiliser quelque chose qui a déjà fait. Parce que d'abord, tu mets les parois et après, tu mets le scar. D'ailleurs, il faut apprendre ça. Des fois, il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent 4 piliers, ils mettent le scar, après ils disent, bon, après je mettrai le rideau. Non, mon cher ami. D'abord, tu mets les rideaux et après, tu mets le scar. Parce que si tu as mis d'abord le scar avant les rideaux, comme le cas, il a enlevé le lit, et il n'y avait que les 4 piliers, donc il y avait pas, c'est du vide, hein, c'est comme la choupa là, et de l'autre côté. Donc s'il met le scar, et le scar il n'est pas soul, parce qu'il il ne protège pas un endroit qui est bien défini par des méritzot. Donc d'abord les méritzot, et après le scar. On jamais construit le toit avant d'avoir construit les murs. D'abord les murs, après les méritzot. Mais là c'est pas grave, parce que lui d'abord il a mis le lit, il a mis le toit, après il enlève, il le remet. Donc quand il a enlevé, ça ne devient pas soul, mais quand par contre il revient, ça devient cachère. Vous avez compris? Allez, bravo les amis. On s'arrête là. J'espère que vous avez compris, parce que c'est un nouveau monde. Ouais.
Pour le fer, on fait déjà avec le fer, d'accord, des cuirasses et tout ça pour la guerre et tout. On voit aussi des œuvres de charrue, on fait sur le Pacifique aussi avec le fer.